Salut le hockey franco, on est à Boulogne-Billancourt pour tourner cette émission sur l'histoire du hockey parisien un peu, c'est ce dont on va parler avec deux de mes invités et notamment Didier Provost, ancien joueur, passionné de hockey évidemment et qui connaît très bien l'histoire de ce club, la CBB. Salut à toi Didier. Bonjour Sylvain. Ça va bien? Je suis ravi, vraiment ravi d'être avec vous et surtout pour participer à ton tour. Alors tu connais bien ce vestiaire, ces vestiaires et cet endroit évidemment. Tout à fait, pas vraiment ce vestiaire-là, mais le vestiaire qui était sous le bar, où j'ai passé toute mon enfance, et de minime, cadet, junior, senior. Et puis Philippe Bertrand, salut à toi Philippe, comment ça va? Ça va, en pleine forme. Alors kiné des Bisons de Neuilly, on peut le dire. Voilà. Et puis une longue tradition de kiné aussi de l'équipe de France où tu as vécu des belles heures. Oui, avec Viry-Châtillon aussi, équipe de France, et toutes les équipes de France, des féminines jusqu'aux seniors en fait. Une longue tradition de kiné, ça fait presque 35 ans à peu près maintenant que je suis dans les équipes de hockey. Ancien joueur aussi. C'est pas mal, on en parlera en deuxième partie d'émission. Du coup, fait. Philippe, merci beaucoup à toi d'être là, en tout cas. Alors Didier, je me tourne vers toi pour nous narrer les plus belles pages de l'histoire de la CBB, et il y en a eu. On aura un peu plus tard dans la semaine l'interview de Philippe Lacarrière, immense joueur, immense dirigeant évidemment. Toi, à titre d'ancien joueur, etc., si tu devais là sortir quelques souvenirs émus, ce seraient lesquels? Effectivement, la CBB a gagné 3 fois la Coupe Spengler, avec des joueurs prestigieux comme Gélinas, Pelletier, Pete La Liberté, Philippe Lacarrière, Jean-Claude Sozy, Alain Boson. Donc ça, c'est des étoiles dans les yeux pour tout hockeyeur de mon âge. Alors tu as connu le hockey à Paris comme place centrale, française et européenne. Aujourd'hui, ça évolue, ça a beaucoup bougé, il y a le projet de Sergi qui est intéressant, etc. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de faire vivre le hockey à Paris. Comment tu vis ça tout simplement, toi? Moi, je le vis un peu difficilement parce que j'ai connu la patinoire ici remplie avec 2500 personnes quand j'étais jeune, mais je ne jouais pas encore. Mais c'est vrai que maintenant, c'est très difficile. Mais les structures, les heures de glace, etc., on n'a pas assez de vision globale des médias, aussi des médias. Donc honnêtement, c'est très très difficile de faire passer le hockey sur glace à la vue de tout le monde. Il faut le dire aussi, c'est pas facile pour les dirigeants des clubs, ils sont pas forcément très soutenus, les budgets aussi publics baissent plutôt de manière générale, il faut se battre pour des heures de glace aussi. Là, il y a un contexte qui est particulier à la CBB, c'est un club omnisport gigantesque. Voilà, alors c'est un club omnisport, donc il y a des sections qui sont plus ou moins privilégiées, comme le foot, bien entendu, le tennis, le ping-pong. Il y a aussi les sports équestres, le judo qui prennent beaucoup de finances. Donc on a une allocation de l'omnisport et la CBB fait ce qu'elle peut avec cette allocation. Et c'est sûr que quand on est dans un club omnisport, c'est beaucoup plus difficile que d'être dans un club, simplement un club de hockey sur glace, quoi. C'est très très difficile. Alors aujourd'hui, l'équipe première de la CBB est en division 3, donc la 4e division française. Est-ce que tu dirais que c'est sa place aujourd'hui qu'il faut se construire là, essayer d'avoir un projet, espérer sûrement la D2 qui est déjà un peu plus sportivement plus intéressante, on va pas se le cacher? Si on revient en 2013-2014, la CBB a fait une superbe saison en division 3 puisqu'on a fait 14 matchs sans en perdre un. Ensuite, on a fait le carré final, on termine second derrière Avignon. Et donc on avait une montée en D2 qu'on a faite, mais malheureusement, dû aux problèmes financiers, le président Attez à l'époque a décidé d'assainir les finances, donc on n'est pas reparti en D2, on a fait une D3. Et là, depuis cette année, il y a un nouveau président, Cédric Giner, qui à la limite redonne une dynamique dans le club. Cédric Giner est un ancien gardien de Viry qui a été international junior. Voilà. Et donc il a l'esprit hockey. Et là, j'ai l'impression qu'avec les anciens joueurs de la CBB plus des joueurs de Viry, ça fait une bonne alchimie et je pense qu'on peut aller faire une belle saison. Donc du coup, la CBB aujourd'hui, comment elle peut se construire pour préparer un avenir meilleur? Est-ce qu'il faut se tourner vers d'autres clubs et travailler avec d'autres clubs? C'est déjà le cas, je crois, pour les jeunes. Alors il y a des associations avec Meudon en U15, U17 et U20. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Les seniors, c'est vraiment les seniors de la CBB. Cédric Giner a fait qu'on a pris un nouveau entraîneur pour la D3, c'est Monsieur Parizeau, et un général manager pour la D3 qui est Warren Dermidjian, qui est un ancien joueur de la CBB. Voilà, donc il y a une petite dynamique pour aller voir un peu plus loin, peut-être que la D3 à la fin de la saison. C'est vrai que la richesse d'un club comme la CBB, elle est historique. Est-ce qu'on peut faire venir
des anciens, comme toi, qui ont ce club chevillé un petit peu au corps. C'est-à-dire que moi, j'ai plus vraiment le temps. Je suis retraité, je suis à droite, à gauche. J'ai plus vraiment le temps, mais j'aime bien m'occuper encore de la CBB. J'aime bien venir à la CBB. J'aime bien voir les matchs. On a aussi Patrice Métayer, qui est un ancien vraiment de la première heure, qui lui est toujours sur la glace et s'occupe des jeunes. Et c'est avec des gens comme ça qu'on peut aller vers le futur. C'est un fait. C'est très intéressant. Alors on a un superbe maillot qui est juste derrière Philippe là. C'est le maillot du Hockey Club de France. Tout à fait. Voilà, ça c'est quelque chose qui compte aussi beaucoup pour toi et dans lequel tu t'investis. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors je suis l'ambassadeur de ce club-là. C'est un club qui a été créé par Zwinkel, par Aram Kevorkian et par Stéphane Bansac. Voilà. Qui regroupe tous les joueurs du passé et d'aujourd'hui qui ont joué au minimum junior élite jusqu'en Magnus. Voilà. Et c'est un peu faire des fêtes, se retrouver, faire des matchs. On a fait quelques matchs ensemble contre deux, trois équipes. Et c'est vraiment... c'est ludique, voilà. Mais c'est vrai qu'on se rappelle de nos bagarres d'antan, puisqu'on était soit coéquipiers, soit adversaires. Donc, à la limite, on se rappelle de nos matchs qu'on faisait il y a 40 ans. Donc ouais, c'est drôle, j'ai la chance moi-même d'avoir été intégré au Hockey Club de France alors que je n'ai jamais mis des patins de ma vie, ça arrivera peut-être un jour, mais là je me sens un peu obligé du coup comme j'ai ce beau maillot. C'est important de rester solidaire aussi entre anciens du hockey parce que le hockey a besoin de toutes les forces vives. Je pense que le hockey a besoin de toutes ces forces vives et surtout des anciens pour donner la voix aux jeunes. C'est sûr, il faut vraiment des anciens. C'est un sport qui est quand même assez confidentiel, donc il faut qu'à la limite que les anciens apportent leur vécu. Alors Philippe Lacarrière a très à cœur le hockey parisien aussi. Je pense qu'il espère comme nous tous qu'il y ait un grand club à Paris de retour. Alors il y a le projet à Cergy. Cergy c'est Paris sans être Paris. C'est quand même assez éloigné. C'est quoi les possibilités du hockey parisien finalement? Là j'ai du mal à définir. Le hockey parisien, bon, Cergy c'est un peu la fédération on va dire. Le hockey parisien c'est, à l'époque c'était 3 grands clubs. C'est les Français volants, la CBB et Viry qui était l'US Métro avant. Là je sais pas vraiment. Le futur, j'ai du mal à le définir. Alors Didier, c'est important de préserver la mémoire du hockey français puisque les anciens ne sont pas éternels. Non, malheureusement, on en a eu l'exemple ces dernières années. Jean Tarenberg, notre président emblématique, est décédé. Il a été président pendant plus de 29 ans ou 30 ans, je crois. Michel Villy, Jean-Pierre Bertin, 2 joueurs de la CBB aussi ont disparu. Et Philippe Drouot, qui était un dirigeant, ex-joueur aussi, a disparu. Donc c'est effectivement... mais par contre, on garde un très bon souvenir, on a des photos, etc. et on pense à eux. Ouais, c'est important, effectivement. Et puis, on en parlait tout à l'heure, un petit peu hors micro. On est joueur de hockey, mais on est surtout autre chose à côté, parce qu'on ne gagne pas sa vie en étant joueur de hockey dans le hockey français. Et il y a eu des trajectoires vraiment intéressantes, des gens qui ont fait complètement autre chose. Alors oui, on a eu Patrick Lemaître, qui était le fils de son père, et qui a écrit des chansons pour Johnny Hallyday et Enrico Macias. On a aussi François Leccia, qui était acteur et qui a joué avec Louis de Funès, qui a joué le rôle de son fils. On a eu le petit-fils de Louis Jouvet. On a eu aussi 2-3 autres joueurs, mais bon, c'était les plus importants. Ça. Je pense aussi à Désérable, joueur de hockey parisien, qui est un écrivain acclamé. Tout à fait. Désérable qui a joué ici en Division 2 avec nous il y a 3-4 ans, et après qui est parti au Français Volant. C'est aussi ça, l'histoire du hockey parisien. Et tout à fait. L'histoire du hockey Il a français. même fait partie des grandes gueules avec Ruquier. Excellente anecdote, effectivement. Je te remercie beaucoup, en tout cas Didier, pour ton témoignage. On va retrouver tout de suite Frère Marc pour sa chronique sur l'histoire du hockey français. Et puis on se retrouve tout de suite après avec Philippe Bertrand, que je vais pouvoir interroger enfin. Merci à toi Philippe. Merci. Dans l'immédiat après-guerre, le hockey français n'avait plus Jeff Dixon pour lancer le professionnalisme comme il le fit jusqu'en 1937, avant que son projet se casse la figure et que ses équipes partent en Angleterre. Mais le hockey français eut d'autres mécènes plutôt, qui montèrent quelques grandes équipes de hockey. Juste après la guerre, il y eut Charles Ritz au Racing,
qui fait affronter des équipes de toute l'Europe avec de brillants résultats et des joueurs majoritairement canadiens. Puis ensuite, ce fut le tour de Philippe Potin, continuant la tradition déjà établie par Jean Potin qui, dans les années 20, avait donné son nom à un grand trophée d'un tournoi international. Philippe Potin créa la grande équipe et finança surtout la grande équipe de l'ACBB, qui avait pris place dans ce qu'on appelait la fédérale, la patinoire créée par la fédération à Boulogne-Billancourt où se rassemblaient tous les clubs de hockey. L'ACBB se fit bientôt connaître dans toute l'Europe, avec de grands joueurs. Et les joueurs qui arrivèrent marquèrent l'histoire du hockey français. Pete Laliberté, Gaston Pelletier, Camille Gélinas. Ces joueurs-ci étaient vraiment des joueurs les plus marquants de toute l'Europe de l'Ouest. Et c'est ainsi que, invités par la Coupe Spengler en Suisse, le tournoi traditionnel à Davos pendant les fêtes de Noël, les joueurs furent bientôt des vedettes dans toute la Suisse et que l'ACBB était plus connu que bien des clubs helvétiques. Philippe Potin partit ensuite à Grenoble et puis surtout à Villars-sur-Olon, où il finança dans une petite station de montagne, avec sa veuve, un grand club qui devient champion de Suisse. Le mélo-hockey français avait un héritage, et les anciens de l'ACBB y ont grandement contribué. À bientôt, chers amis, pour de nouvelles histoires du hockey franco. On est de retour après cette chronique de Frère Marc, donc toujours savoureuse. On apprend plein de choses toujours, alors on le remercie beaucoup. Donc c'est Marc Branchu de Archives évidemment. Et je me tourne vers Philippe Bertrand, donc tu es kiné, on le rappelle, Oui. du côté des Bisons de Neuilly. C'est mais ça. tu n'as pas fait que les Bisons, tu as fait longtemps l'équipe de France avec plein d'histoires et plein d'anecdotes fascinantes. C'est ça, j'ai commencé en 91 en tant que kiné à Viry-Châtillon. Et j'ai intégré tout de suite les staffs des équipes nationales. J'ai fait des championnats du monde junior avec Fabrice Lenry, qui était dans les buts à l'époque. J'ai fait après les cadets, les juniors, les féminines, avec de très très bons souvenirs d'un championnat du monde avec elles. D'ailleurs, j'ai toujours des contacts avec elles. Puis après, j'ai intégré le staff des kinés des équipes de France. Avec à l'époque Patrick Lévy, qui était ancien joueur des Français volants, Antoine Préchac, qui a été aussi grand joueur de hockey en équipe nationale, je crois, Antoine Préchac. Et j'ai fait 3 championnats du monde avec eux, des préparations aux Jeux Olympiques, préparations aux championnats du monde, jusqu'aux années 2000 où j'ai arrêté pour raisons professionnelles. Voilà. Mais j'ai toujours continué dans les clubs, j'ai donc Viry-Châtillon, les Français volants, et puis maintenant actuellement les Bisons de Neuilly-sur-Marne depuis déjà une bonne dizaine d'années. Voilà. Alors avec un regard de néophyte, on pourrait se dire, le kiné quand ça joue, il est tranquille, hein. Lui il bosse entre les tiers, il bosse après, mais c'est pas du tout le cas en fait, tu as toujours le regard professionnel sur un match, tu anticipes évidemment et tu sais détecter déjà en cours de match voilà ce qui se passe au niveau des joueurs, au niveau physique. C'est ça, il faut suivre le match, pas forcément comme un spectateur, il faut savoir une vision professionnelle, savoir les actions qui vont avoir, où il va y avoir un risque de blessure, et de savoir à partir du moment où il y a une blessure, savoir comment ça s'est passé, l'action sur laquelle il y a eu la blessure, et savoir anticiper aussi. C'est-à-dire qu'avec l'expérience, à 80% des cas, on sait, quand on arrive sur le joueur sur la glace, ce qui s'est passé et ce qu'il a exactement. Bon, il peut y avoir des surprises, ça peut être plus ou moins urgent. S'il y a urgence, on appelle le médecin tout de suite, mais généralement, on sait ce qui s'est passé. Alors c'est travailler en amont et en aval quand on est kiné, forcément. Alors il y a des, on imagine bien qu'on s'adapte au contexte, le contexte du hockey. Qu'est-ce qu'il a de spécifique pour ton travail en fait? Est-ce qu'il y a des muscles en particulier qui sont très sollicités, des coups qui reviennent? Ouais, alors, beaucoup de coups qui reviennent, c'est notamment sur les slashings, sur les avant-bras. Problèmes de dos, généralement, lombaire, cervical, dorsal. C'est des problèmes récurrents aux hockeyeurs dus à la position sur la glace. Ça se travaille en amont, avant les matchs, après les matchs, effectivement, avec les massages, les remises en place au niveau ostéopathique. Et puis blessures d'épaule, problèmes d'adducteurs en début de saison, avec beaucoup de tendinite au niveau des adducteurs. On a à peu près fait le tour avec les entorses de cheville qu'ils font généralement hors glace. Pas forcément sur la glace, parce qu'ils ont le patin qui est bien pris. Mais les entorses de cheville, comme ils n'ont pas beaucoup de propriétations de cheville, parce que justement ils sont dans leur patin, ils se font souvent des entorses de cheville en dehors de la glace.
Alors c'est un travail en commun évidemment, on imagine, avec les staffs médicaux au sens large. Aujourd'hui, les clubs, notamment en Magnus, en D1, on imagine aussi, essayent de s'entourer du mieux possible au niveau médical, c'est crucial. C'est ça, on a la chance avec Neuilly d'avoir un staff relativement conséquent au niveau matériel, au niveau des entraîneurs et au niveau médical. On a un médecin à tous les matchs, on a un médecin référent que les joueurs vont voir. Et puis on est 2 sur les matchs, avec 3 avec le médecin sur les matchs à domicile. Mon collègue Mohamed qui est ostéopathe pur et moi qui suis kiné et ostéopathe. Voilà. Donc on travaille en commun, on essaye de se parler pendant les matchs, avant les matchs, après les matchs. Pendant la semaine où il n'y a pas de match aussi, on se téléphone pour savoir où en est le joueur, ce qui s'est passé. Parce que des fois, on emmène un joueur en radio le samedi soir et on n'a pas de nouvelles avant le dimanche, en fait, de ce qui s'est passé exactement, réellement. Alors de ton expérience humaine auprès des équipes de France, tu m'as parlé de ce voyage incroyable en Ukraine. Il n'y a pas 50 ans, il n'y a pas 100 ans, vous allez voir le témoignage, vous allez vous dire c'est la préhistoire, mais non, c'était une expérience... C'est une expérience extraordinaire avec un groupe de filles, avec l'équipe de France féminine, que j'ai eue en 93, je crois. On est arrivé en Ukraine, à l'aéroport, il n'y avait personne pour nous accueillir, on nous a demandé des bakshish pour passer. Il a fallu l'intervention du président de la fédération ukrainienne pour qu'on puisse passer. On est arrivé à 2h du matin à l'hôtel. Le matin, à 7h du matin, les filles faisaient la gueule au petit déjeuner parce qu'ils avaient de la soupe aux choux avec des croûtons aillés. Il n'y avait pas de lait, il n'y avait pas de beurre, il n'y avait pas de café. C'était compliqué, il y avait une atmosphère, ils sortaient du bloc de l'Est, pas de sous apparemment. Beaucoup de police, beaucoup de militaires, même l'hôtel. Les filles n'avaient pas le droit de siffler dans le hall. On les rappelait à l'ordre, les militaires leur tapaient sur l'épaule et leur disaient « niet ». Donc on avait tout compris. C'était vraiment une ambiance particulière. On a fait une sortie, le bus est tombé en panne, il a fallu prendre le métro pour rentrer. Enfin, plein de choses qui ont soudé un groupe. Et on a la première médaille de l'histoire du hockey féminin français. Une médaille de bronze cette année-là. Et on est toujours en contact avec les filles 30 ans après. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors justement, d'avoir vécu au cœur des équipes de France comme ça, tu as sûrement vécu plus que beaucoup, tu as été la petite souris un petit peu avec ton poste. Aussi, ce côté très resserré de l'équipe de France qui était tout le temps en bataille pour se faire respecter sur le plan mondial. Et puis avec quelques fantastiques exploits à la clé, tu as connu des générations de joueurs, on parlait de Boson, Pajonkowski, etc. C'est ça, Poudrier, Woodburn, j'en passe, Arnaud Briand, Anthony Mortas, les frères Rosenthal, Cristobal Owet, qui à l'époque était sur le banc, qui ne jouait pas encore, n'était pas encore titulaire en équipe de France. Pas mal de souvenirs, intéressants, des gros matchs, des matchs contre des équipes extraordinaires, la Suède, la République tchèque, le Canada, les États-Unis, avec des joueurs extraordinaires. Plein de souvenirs, mais qu'on se remémore après. Mais sur l'instant, on ne se rend pas compte en fait. C'est après qu'on se dit on a vécu une période extraordinaire du hockey français, mais sur le moment, on ne s'en rend pas compte. Tu as vu cette transition vers le groupe d'amis qui a toujours été plus ou moins l'équipe de France. Il y avait ce côté très humain et très resserré de l'équipe de France entre elles, vers aussi la professionnalisation et le fait que c'était important de montrer que la France était capable de tenir la dragée haute aux plus hautes nations. C'est ça, c'est tout à fait ça. On luttait tous les ans pour se maintenir en groupe A. On a fait un exploit une année en quart de finale contre la Finlande, en 96 je crois. Et puis ça ressoudait le groupe. On avait des valeurs dans l'équipe de France qui étaient mises en avant par certains joueurs, notamment Philippe Boson, qui était un meneur extraordinaire. Après, il y avait Arnaud Briand aussi à l'époque. Il y avait Poudrier, il y avait Pajonkowski, il y avait Denis Pérez qui insufflait aussi cette façon de se battre, se motiver avant les matchs pour pouvoir essayer de maintenir un groupe. On n'avait pas le niveau de certes des joueurs qu'on avait en face, mais on avait une solidité mentale et physique qui nous permettait de passer outre et de réussir des exploits et de se maintenir à l'époque en groupe A.
très belles heures. Il y en a eu aussi à Neuilly quand même, qui a été une équipe de Magnus évidemment, qui a connu des très belles saisons de D1, qui est toujours une équipe qui n'est pas facile à jouer en D1 parce qu'il y a aussi le contexte particulier quand même de la patinoire. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est ça qui fait notre force aussi, et c'est ça qui fait aussi notre force mentale aussi, et qui nous a permis de nous transcender certaines années et de monter en Magnus. Moi, j'ai connu 2 titres de Division 1, j'ai connu 3 ans de Magnus avec Neuilly, et c'est vrai que c'est des souvenirs extraordinaires. Voilà. Mais avec Viry aussi, à l'époque, dans les années 90, où on était en élite, on a connu aussi des heures extraordinaires. On ne gagnait pas beaucoup de matchs, mais on faisait jouer les jeunes à l'époque. C'est des très très bons souvenirs. Ouais. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait à Neuilly finalement pour On sait que sportivement, l'équipe, elle est jamais très loin de la montée. C'est une équipe qui sportivement a le niveau, fait des bons recrutements. C'est pas le problème, à la limite sportivement. C'est quoi? C'est au niveau de ce qu'on peut proposer aux partenaires aussi, du projet global, la formation. C'est ça. C'est la structure déjà, qui est la structure pour les joueurs aussi, parce qu'on a des petits vestiaires qui sont pas forcément adaptés au hockey moderne. On a une structure de patinoire qui est vieillissante, avec un nombre restreint de public. Donc c'est vrai que la structure, effectivement, on n'a rien pour faire amener des partenaires, c'est-à-dire avoir des loges, des conditions acceptables pour qu'ils puissent inviter aussi des clients aussi pour voir un spectacle de hockey. Donc tout ça, ça freine un petit peu le développement du hockey à Neuilly. On a un bon budget, il n'y a pas de souci, on arrive à faire avec, à faire un haut D1 toutes les années, d'arriver en play-off, en demi-finale, en finale, mais oui, il manque la structure qui permette de passer le cap. C'est vrai qu'on est au conflant du professionnalisme au niveau de la Ligue Magnus. C'est ça. Il y a aussi les problèmes de passer en société anonyme sportive, qui pose des problèmes à Neuilly, parce qu'on est en loi de 1901, on est pas mal subventionné par les collectivités locales, par la ville de Neuilly. Donc passer en SAS, ça serait compliqué pour nous aussi. Donc c'est ça, le fossé est grand avec la Magnus au niveau structurel. Au niveau du staff, on est bon, hein. On est un directeur sportif, on a un entraîneur adjoint, un entraîneur, un médecin, deux membres du staff médical. Donc effectivement, on est bien bâti pour la Magnus, il n'y a pas de souci. Mais il nous manque la structure pour que ça soit viable. C'est vrai que c'est essentiel aujourd'hui et en tout cas, je voulais vraiment te remercier. Toi, remercier Didier également. Je voudrais quand même faire une petite aparté pour remercier aussi tous les kinés qui sont là dans toutes les patinoires de France. Je vais en désigner 3-4, mais il y en a plein. Je voudrais associer Édouard Manson à Anglette, Antoine Lefebvre à Gap, qui sont là dans les structures depuis des années et des années comme moi. Christian No à Rouen aussi, pareil, qui est là depuis le début, avec qui j'ai fait des championnats du monde avec l'équipe de France. Je voudrais quand même les associer parce que c'est important de les associer. Tu as raison, tu étais un peu leur porte-parole, tu expliquais aussi le métier de kiné qui est très important aujourd'hui dans les staffs. Merci à toi en tout cas Philippe d'avoir été l'invité dans ce vestiaire de Boulogne. Plaisir. Et puis merci à toi Didier, un petit mot peut-être avant qu'on se quitte. Ouais, non mais justement, on a eu un kiné aussi qui était le kiné de l'équipe de France, qui s'appelle Doc Roulon, qui était le kiné à l'époque de Gilbert et Dixon, Paul Lang, qu'on jouait à la CBB. Et c'était un kiné qui nous faisait la kiné pour les minimes, cadets et juniors. Et quand on était senior, il nous a suivi toute notre carrière de sportif. Et c'est vrai qu'un kiné était vraiment important. Le matin, on était en train de se faire masser, même en étant minime, ce qui était exceptionnel à notre époque. Merci à tous les deux, en tout cas, un vrai plaisir d'avoir échangé avec vous. Et puis, je vous souhaite tout simplement de prendre du plaisir autant que nous on en prend pendant l'émission. Allez regarder, partagez-les au maximum. Voilà, mettez les petits pouces bleus. On est un peu insistant là-dessus, mais c'est important parce que on a besoin que la visibilité soit la plus grande possible et que vous en parliez autour de vous. Et puis, on se retrouve bientôt, dans quelques jours, pour une très belle émission. Vous allez le voir avec Philippe Lacarrière, qui est un géant de l'histoire du hockey français. Et puis, pour la suite et la fin de ce Tour de France, on arrive vers le bout, mais on a plein de contenu encore à vous proposer. Merci, à très vite. Salut le hockey franco, c'est Fred. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. Et activez la cloche si vous voulez ne rien louper. À la prochaine!